Merci Gabi, merci à vous tous que je retrouve avec émotion dans cette salle où j'ai siégé avec vous pendant quelques années. Je veux d'abord remercier le groupe La Gauche Unitaire Européenne pour le soutien qu'il m'a apporté dans l'épreuve difficile que nous venons de vivre et la vingtaine de délégations qui le composent à l'unisson. Plusieurs d'entre vous que j'ai croisés dans le couloir avant de venir ici m'ont demandé comment ça va. C'est la formule habituelle de politesse et d'amitié. Eh bien, je vais vous dire que non, ça ne va pas. Nous sommes tous sous le choc de ce que nous venons de vivre. Naturellement, la France n'est pas une dictature, mais ce n'est plus tout à fait une démocratie au sens où vous pouvez l'entendre dans vos pays. Nous avons subi 17 perquisitions. Je ne sais pas si la traduction permet de dire dans chaque langue ce qu'est une perquisition. Une perquisition, ce sont des policiers et des représentants des magistrats qui arrivent à 7 h du matin chez vous, qui tapent très fort à la porte. Et vous êtes content quand ils ont trouvé votre porte tout de suite, parce que des fois, ils connaissent le code pour entrer dans l'immeuble, mais ils ne savent pas où est votre porte, alors ils tapent à toutes les portes de l'immeuble. Et à chaque fois, ils crient « Police !» Nous avons subi cette scène qui est peut-être facile à regarder quand c'est dans une vidéo à la télé, mais qui est extrêmement pénible à vivre quand il s'agit de vous en tant qu'individu et en tant que personne. Pour ma part, il y avait chez moi 8 policiers, 8 personnes, dont un certain nombre étaient armés et portaient des gilets pare-balles. Chez d'autres amis, c'était 4. Chez une d'entre nous, c'était 10 au total, policiers mobilisés pour la perquisition à partir de 7 h du matin. 11 personnes ont été perquisitionnées dans ces conditions. Des perquisitions qui ont duré entre 4 heures, 4 heures et demie, la plus brève, la mienne, puisque je suis parti, et que naturellement personne n'était en état de m'empêcher de le faire, à 6 heures, 7 heures, 8 heures pour d'autres. 11 personnes ont subi ça et 6 sièges ont été perquisitionnés. 3 politiques, 3 privés. Les 3 sièges politiques sont ceux du mouvement La France Insoumise, ceux du principal parti qui nous soutient, le parti de gauche, celui d'une association politique, l'Air du Peuple. Les 3 sièges privés sont les 2 comptables qui travaillent avec nous et notre prestataire de services en communication, la société Mediascope, qui a été perquisitionnée à son siège et au domicile de sa directrice. Ces perquisitions ont été suivies de 19 auditions, c'est-à-dire 19 personnes ont été convoquées pour être entendues. Ces auditions ont duré entre 9 heures pour les unes, 18 heures pour l'une d'entre elles, en 2 séquences. Beaucoup d'entre vous ont sans doute à l'esprit le roman de Kafka, Le procès. Dans le procès, personne ne sait de quoi il est accusé, mais tout le monde va d'un bureau à l'autre répondre à des questions qu'on lui pose, sans savoir de quoi il est accusé. C'est ce qui nous est arrivé. Pour beaucoup d'entre nous, les gens ne savaient même pas qu'il y avait des dossiers. Ils ne savaient pas qu'ils étaient personnellement concernés. Je vais vous dire sur quoi. Pendant ces perquisitions, la totalité de nos agendas ont été saisis. Les fichiers du parti de gauche, le fichier des adhérents du parti de gauche, ainsi que toutes les correspondances et tous les disques durs du parti de gauche. Nous ne savons pas ce qui a été pris au siège de la France Insoumise, puisque nous nous sommes présentés et nous avons imposé physiquement notre présence à l'intérieur des locaux où on prétendait nous empêcher d'entrer. Comme c'est mon rôle de dirigeant politique, j'ai marché en première ligne
pour obtenir la présence physique dans les locaux des dirigeants du mouvement de la France insoumise et de leurs parlementaires. Cela a donné lieu à des images qui ont été ensuite reproduites en boucle par tous les médias pour me dénoncer dans ma violence, comme si la première question qui était posée, ça n'était pas plutôt la violence que nous étions en train de subir. Tous nos courriers ont été saisis. Je ne sais pas ce qui a été pris au siège du mouvement à la France insoumise, car la perquisition s'est interrompue et les policiers sont partis avec des valises, et nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Nous demandons la restitution de tout ce qui a été, en quelque sorte, dérobé, subtilisé à ce moment-là. Nos agendas, nos fichiers, tous nos courriers, toutes nos photos, y compris les photos personnelles dans les ordinateurs personnels, photos de vacances, photos de famille, photos intimes. Tous les agendas, pour ce qui me concerne, 5 ans en arrière. L'un des collaborateurs de nos équipes, qui est présent ce soir, a vu sa correspondance prise jusqu'à 2009. Je ne sais pas pourquoi il garde ses mails depuis 2009, mais comme il n'a commencé à travailler avec moi qu'en 2013, c'est donc 5 années qui ont été prises en plus, 4 années, sans aucune raison particulière. Aucun tri n'a été opéré. Pourtant, dans nos ordinateurs, les dossiers marqués politiques et autres sont clairement repérés. Tout a été pris. Évidemment, nous n'avons aucune confiance dans les conditions dans lesquelles, pour les conditions dans lesquelles ces informations sont stockées. En effet, c'est une tradition en France qui n'est jamais punie que l'instruction est toujours violée. 4 jours à peine après la perquisition, des documents ont été mis en circulation dans la presse. Avec, entre autres choses, une inquisition dans ma vie privée, pour ne parler que de la mienne, mais vous imaginez bien que dans la vie privée, on est souvent deux. Nous avons été traités par ce type d'intervention massive, à la même heure, partout en France, puisque certains de mes anciens collaborateurs vivent dans d'autres régions que la région parisienne. Nous avons été traités comme le grand banditisme ou comme les organisations terroristes. Nombreux sont ceux qui considèrent que c'est totalement démesuré, totalement disproportionné, d'autant que dans le même temps, on apprenait qu'une fraude fiscale massive était opérée, il n'y a pas eu une seule perquisition. Nous avons tous constaté la différence de méthode utilisée contre nous et pour le chef de la police politique privée du président de la République, M. Benalla, qui avait été informé la veille de la perquisition et qui avait dit « je ne peux pas être perquisitionné, je ne sais plus où sont les clés ». Et à qui on avait dit « mais où est votre femme ?» Il a dit « je n'en sais rien ». Et quand les policiers sont enfin entrés chez lui, le coffre-fort avait disparu. Nous avons fait la différence avec la visite de police qui a été faite à La République En Marche, où on a trouvé des armes. Il n'y a pas d'armes au siège de la France insoumise. Mais nous avons été perquisitionnés. Pour quelle raison tout cela? Pour quel prétexte? Il n'y a aucun fait. Il y a 2 dénonciations. Pas de fait, des dénonciations. La police, la justice se mettent au service de dénonciations pour vérifier si elles sont fondées ou pas. Premier cas, la dénonciation d'une élue parlementaire, d'une députée européenne du Front National, qui prétend que mes assistants parlementaires n'étaient pas des assistants parlementaires, mais des permanents politiques du parti de gauche. C'est mal connaître l'avis d'un député que de croire, surtout d'un député comme moi, que les assistants parlementaires ont encore du temps pour faire autre chose que de s'occuper de leur patron. Mais ces perquisitions et ces accusations sont d'autant plus ridicules que dans au moins un cas, celle de ma directrice de cabinet, à qui a été pris son ordinateur et son téléphone, confisqués. Elle n'a jamais été membre du parti de gauche. Par conséquent, elle ne pouvait pas en être une dirigeante nationale. C'est donc sur la base de la dénonciation d'une femme d'extrême droite, qui a elle-même dit « j'ai fait ça comme une plaisanterie pour faire un pied de nez à la justice quand Mme Le Pen a été mise en cause », qui a dénoncé 17 parlementaires. Seul moi fait l'objet d'une telle vague de perquisitions. Le deuxième cas est après que mon compte de campagne présidentielle ait été validé.
En France, nous sommes obligés de déposer, c'est bien normal, un compte de campagne pour montrer qu'on n'a pas dépassé les sommes qui sont permises par la loi. Mon compte de campagne porte sur 12 mois de campagne. C'est la campagne la plus longue. J'ose vous dire que c'est aussi la plus brillante si l'on tient compte du résultat par euro en nombre de voix. Nous sommes la plus longue des 5 premiers. Nous sommes la moins chère des 5 premiers. En 12 mois, nous avons dépensé 11 millions d'euros. En 8 mois, le président Macron a dépensé 16 millions d'euros. En 3 mois, le candidat du Parti socialiste a dépensé 15 millions d'euros. En 3 mois, 15 millions d'euros. Et c'est nous qui sommes accusés de surfacturation. Il n'y a naturellement aucune surfacturation. C'est un prétexte qui a permis de déclencher une procédure particulière qui n'existe qu'en France, dite d'enquête préliminaire. Je ne sais pas comment on traduit le mot préliminaire, mais dans la circonstance, ça nous donne des droits inférieurs à ceux qui sont reconnus aux terroristes dans le cas d'enquête judiciaire, mais qui permet à un juge de saisir nos fichiers et tout ce qu'il veut, sans aucun contrôle ni objection possible par nos avocats. La tristesse pour nous a été de constater qu'alors que nous pensions que nous serions protégés par les médias, qui feraient des comparaisons, compareraient les factures, nous avons été accablés par eux. Et pour ce qui me concerne, j'ai fait l'objet de la énième campagne mettant en avant mon agressivité, ma violence, mon vocabulaire, etc. Les journalistes ont protesté tous ensemble pour 10 sociétés de journalistes parce que j'ai traité 2 d'entre eux d'abrutis. C'est un mot français, je ne sais pas comment il se traduit. Mais les mêmes journalistes n'avaient rien à dire quand les hommes du pouvoir macroniste les ont traités de gros connards. Si j'entre dans ces détails, c'est pour vous dire le caractère ubuesque de cette situation. Ça a été pour nous une grande souffrance, car naturellement, nous ne sommes pas en guerre contre la police, nous ne sommes pas en guerre contre la justice, nous ne demandons pas à être traités différemment des autres. Nous voulons être respectés dans nos droits. Et nous ne sommes pas en guerre contre les journalistes. Cette situation intervient dans un contexte particulier. Là aussi, je me demande comment le mot peut être traduit de déliquescence de l'État français. Je ne dirais pas le mot très dur de effondrement, parce que ce n'est pas le cas, mais de dilution progressive de cet État sous les coups d'une réalité politique. Les politiques d'austérité et de coupe dans les budgets publics détruisent la France parce que la France est construite autour de son État et de ses services publics. Ce n'est pas la même chose dans tous les pays, mais c'est une caractéristique particulière de la France dans son histoire longue et profonde, et pas seulement des dernières années, ni seulement de celle qui nous sépare de notre libération après 1945. La France est construite autour de son État et de ses services publics. Par conséquent, quand il y a des politiques de coupe, c'est la nation elle-même qui se défait. Si bien que pour construire l'Europe, la France défait la France. Et M. Macron n'a aucune espèce d'originalité politique, à part son jeune âge, et le fait qu'il dit lui-même qu'il a réalisé un hold-up. Ce sont ses mots, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit « Je suis devenu au pouvoir par effraction ». Nous avons réalisé un hold-up, a-t-il dit dans une émission connue dans mon pays. Et il applique à la lettre les consignes de la Commission européenne. C'est pourquoi son quinquennat a commencé par une agression incroyable contre le Code du travail, qui est le texte dans lequel se retrouvent tous les règlements qui, depuis un siècle, au fur et à mesure des, on va dire, le premier Code du travail en France, c'est 1910. Il a donc été entièrement renversé. Vous autres, qui êtes de tradition des pays nordiques, tous vos avantages sont acquis lorsque le syndicat signe, tous les adhérents du syndicat ont l'avantage. Mais il faut que le patron signe. Chez nous, en France, quand un accord intervient, il est ensuite étendu à tous les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou pas, et à tous les patrons, qu'ils soient syndiqués ou pas. C'est cette organisation particulière qui a été entièrement renversée. Dorénavant, tout se peut se discuter dans une entreprise et au cas par chaque ouvrier, chaque travailleur, chaque salarié. Je prends cet exemple et ensuite je vous en donne un autre.
C'est la première fois que l'on voit une politique aussi aveuglée et illuminée, persuadée que le ruissellement, ils appellent ça comme ça, ruisseler signifie que l'eau glisse et se répand comme la pluie sur un toit. Et pour cette raison, ils ont procédé à toutes sortes d'allègements d'impôts sur la fortune, sur l'impôt des sociétés, mais surtout sur la fortune individuelle des riches et des ultra-riches de mon pays. La suppression de l'impôt sur la fortune s'est faite non pas sur les biens matériels, mobiliers, les maisons, elle s'est faite sur les biens financiers, c'est-à-dire la pire forme du capitalisme. C'est un cadeau qui s'est élevé à 4,5 milliards par an. Je vous passe le reste parce que vous le devinez et vous le vivez souvent dans votre propre pays. Mais c'est une forme incroyable. Et évidemment, quelqu'un doit payer, car les budgets doivent rester en ordre. Ils procèdent donc en équilibre. De deux manières. Premièrement, ils coupent dans les budgets publics. Deuxièmement, ils mettent à charge du reste de la population les impôts que les riches et les ultra-riches ne payent pas. C'est donc une politique générale de transfert des charges qui s'opère de l'État vers les collectivités locales. Et entre les catégories de la population, les retraités étant particulièrement ciblés par le pouvoir macroniste. Là non plus, je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne veux pas être trop long et seulement vous donner les indications générales. La destruction des services publics ruine notamment l'appareil de santé de notre pays, dévaste l'école, alors que c'était nos deux sujets de fierté nationale, et il procède à une désindustrialisation massive du pays en vendant et en laissant vendre toutes les entreprises, soit qu'elles aient appartenu à l'État, soit qu'elles aient déjà été privatisées et qu'elles aient été des fleurons de l'industrie française. Tout ceci, c'est pour la partie qui vient d'en haut. Mais il est vrai que M. Macron a été élu dans les conditions d'une explosion du champ politique français, dont il est un aspect. L'autre aspect, c'est nous, la France insoumise, qui avons surgi dans le paysage politique à presque 20% des voix. Nous avons subi pendant la fin de la campagne un assaut absolument incroyable, que peut-être vous vivez aussi dans vos pays, où nous avons eu droit au fait que nous étions une succursale du Venezuela, une intendance, une ambassade de Cuba, etc., etc., etc. Une charge, une violence incroyable contre ma personne, mais enfin, bon, ça c'est la politique. N'empêche, à 600 000 voix près, nous étions au deuxième tour. Nous sommes un pays de 65 millions d'habitants et de 42 ou 43 millions d'électeurs. 600 000 voix, c'est bien peu. Si bien que j'ai la certitude que la prochaine fois sera la bonne. Et je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir, cette certitude. Pourquoi ? Parce que tout le champ politique traditionnel, et même, dans une certaine mesure, le champ social traditionnel a explosé. Et le pays se cherche. Et les principales solutions qui se présentent à lui en tant qu'alternative, c'est soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, soit la France insoumise. Le reste, au milieu, n'est pas en état de constituer un bloc sociologique et politique suffisant. C'est de cette façon que j'explique la brutalité de l'assaut qui nous est donné. D'autant que le pouvoir est passé en à peine un an des sommets dans les sondages au tréfonds des plus mauvais résultats. Tout au contraire, la France insoumise est apparue comme une force nouvelle, audacieuse, désignée par les Français dans les sondages comme la première force d'opposition. Même si nous ne sommes pas le premier groupe d'opposition au Parlement, puisque nous ne sommes que 17. La droite, il y a 100 députés, la droite traditionnelle. Mais nous sommes apparus de cette manière. Et ce qui vient de nous arriver nous prend à un moment singulier. Nous nous préparions, et nous nous préparons d'ailleurs, aux élections européennes dont nous avons dit qu'elles se dérouleraient sous le slogan suivant: c'est un référendum anti-Macron. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose de voter contre M. Macron que de voter contre la politique de la Commission européenne. Ce n'est pas que nous voulons réduire la question européenne à M. Macron, c'est que M. Macron, c'est la Commission européenne et rien de plus, sinon des brutalités supplémentaires.
Le pays tout entier est en proie à ce que nous appelons, nous en français, nous avons créé un mot que nous avons emprunté à nos amis tunisiens qui sont francophones. Ce mot est difficile à traduire. Nous appelons ça le dégagisme. Si je devais prendre le mot espagnol dont nous nous sommes inspirés au point de départ, ça disait « que se vayan todos », qu'ils s'en aillent tous. Réduit en un mot, le dégagisme. Le pays est en proie à une volonté profonde de « qu'ils s'en aillent tous », c'est-à-dire une crise de confiance absolue dont la police, la justice, le pouvoir politique, les médias, toutes les institutions sont mises en cause. Et il faut comprendre pourquoi. Certaines parties du territoire national sont dorénavant totalement abandonnées, c'est-à-dire qu'il n'y a dans ces parties du territoire aucun accès à aucun service public d'aucune sorte pour les gens qui s'y trouvent. Et que s'ils n'ont pas les moyens de se payer de l'essence pour mettre dans leur voiture, ils sont assignés à résidence sans pouvoir accéder à tous ces services. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on apprenne la fermeture d'une maternité, qui oblige les familles à envisager la naissance des enfants à 60 km, à 70, en espérant que ça coïncide avec un jour et une heure où ils peuvent se transporter. Tout ceci étant dit, nous pensons donc que c'est parce que nous sommes le mouvement de la révolution citoyenne que nous sommes frappés de cette manière. Parce que notre programme et nos méthodes de travail correspondent très étroitement à la volonté d'auto-organisation de la population contre l'abandon. Nous sommes un mouvement et non pas un parti. Non pas parce que nous sommes contre les partis politiques, je suis moi-même membre d'un parti politique, mais parce qu'un mouvement répond à d'autres règles d'organisation et je suis obligé de vous dire que nous improvisons, nous créons, nous imaginons à mesure que nous avançons. La plateforme sur laquelle est organisé le mouvement compte 420 000 membres. Tous les mois, 1 000 personnes de plus nous rejoignent. La semaine dernière, 3 000 l'ont fait, en une seule semaine. Nous sommes composés de 5 000 groupes d'action, tantôt professionnels, tantôt locaux. Ce sont des formes très souples et mobiles de l'action politique. Je ne veux pas le décrire davantage, mais je veux vous dire, mes chers camarades et amis, nous n'allons pas faire la leçon à qui que ce soit. Nous ne disons pas aux autres ce qu'ils doivent faire. Nous avons cependant la fierté de vous dire que nous agissons d'une manière particulière et que si cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour venir voir sur place comment nous procédons. Une des questions qui s'est posée à nous et que tu as évoquée, cher Gabi, est celle du rassemblement de la gauche. Cette formule n'a pas de sens en France, parce que les partis qui étaient classés à gauche, au moins l'un d'entre eux, et le plus puissant, l'ancien Parti socialiste, que nous avons battu dans la proportion de 1 à 3 aux dernières élections, en le surpassant, nous à presque 20, eux à un petit peu plus que 6, ce parti n'a jamais fait le clair sur sa position politique. Je voudrais que vous sachiez que lorsqu'il y a eu le premier vote de confiance au gouvernement, sur 32 membres du groupe socialiste, 5 ont voté avec le gouvernement, 3 ont voté avec nous contre le gouvernement et tous les autres se sont abstenus. Ce n'est qu'en juillet dernier que pour la première fois, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale tout entier a voté une motion de censure présentée en commun par les élus du Parti communiste, les élus du Parti socialiste et nous-mêmes, la France insoumise, en juillet dernier pour la première fois. Jusqu'à cette date, le rassemblement n'avait donc aucun sens. Nous n'allions pas nous rassembler avec des gens qui ne savent pas eux-mêmes s'ils sont dans l'opposition. Les conditions ont évolué, mais pas dans le sens prévu par certains, puisque le Parti socialiste vient de connaître une scission. Cette scission a porté hors de ses rangs toute l'aile gauche de ce parti. Et cette aile gauche a entrepris un rapprochement avec la France insoumise. Si bien qu'à une formule imprécise et qui ne vous vaut pas que des compliments, quand vous tapez à la porte et qu'on dit « Qui êtes-vous » Si vous dites « Nous sommes la gauche », les gens vous répondent « Nous, on ne vote plus à gauche, on ne veut plus voir Hollande ».
Et ça serait à nous de passer une demi-heure à expliquer que nous ne sommes pas Hollande, nous sommes la vraie gauche, la fausse gauche, toutes ces choses sont incompréhensibles. Nous avons préféré un autre slogan qui nous rassemble. Nous l'appelons « Fédérer le peuple ». C'est-à-dire que nous nous donnons pour objectif de faire converger dans l'action commune tous ceux qui veulent prendre en charge en commun les revendications populaires. La France a une vieille tradition de fédération du peuple. Toute son histoire républicaine, et même son histoire communiste ou socialiste, procède d'un effort de fédération du peuple, autrefois. Nous renouons avec les origines de notre combat. Nous mettons en œuvre un programme, l'Avenir en commun, qui a été adopté par 7 millions d'électeurs. Nous mettons en œuvre une stratégie qui est présentée dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'ère du peuple », où nous définissons comme un acteur socialement décrit nouveau le peuple. Voilà les quelques mots sommaires que je pourrais vous dire. Nous n'allons pas bien parce que nous sommes sous le choc. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas préparés aux interventions de gens en armes dans nos domiciles. Nous ne sommes pas préparés à des heures d'audition. Peut-être que notre génération a bénéficié de circonstances particulièrement favorables que d'autres camarades ici dans cette salle n'ont pas connues. Comme je me souviens avec émotion de ce que nous ont dit nos camarades irlandais dans cette même salle, ou d'autres. Mais nous, les Français, nous n'avons jamais eu cette expérience dans ma génération politique, et vous avez remarqué que je ne suis pas un jeune homme. Nous voyons avec beaucoup d'inquiétude arriver en Europe les méthodes de la criminalisation de l'action politique qui jusque-là n'avait cours qu'en Amérique latine. Je pense que l'intention est de me criminaliser. Après une période pendant laquelle toutes nos affaires auront été confisquées, il faut que j'envisage d'être inculpé et peut-être détenu, et peut-être jugé, et peut-être mis en situation d'inéligibilité. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, notre combat ne se ralentira pas. La jeune génération des dirigeants de la France insoumise, son groupe, ses 17 membres, qui comporte 3 d'entre eux qui ont moins de 30 ans et qui ne sont pas les moins talentueux, son organisation, le mouvement lui-même, est dorénavant plein de cadres politiques, de la jeune génération et de toutes les générations entre mon âge, au-delà, et bien avant, jusqu'à 20 ans. Dès lors, il n'est pas envisageable que par les moyens de force, on puisse penser venir à bout de la France insoumise. Nous ne voulons pas être le laboratoire de ce qui vous arrivera ensuite partout ailleurs en Europe si ça venait à se faire en France. C'est pourquoi nous résistons, et c'est pourquoi les dirigeants se portent en première ligne de la bataille de résistance, même si cela doit donner lieu à des images qui sont défavorables. Nous gagnerons le référendum contre M. Macron aux prochaines élections européennes. Et nous souhaitons naturellement qu'il en soit de même pour vous tous, dans vos pays, car nous avons besoin de vos victoires, nous avons besoin du rapport de force. Le continent, ce sera mes derniers mots, est en train de voir se lever une vague brune d'extrême droite. Mais nous aussi, nous sommes là. Et dans plusieurs pays, nous sommes des forces politiques conséquentes. Sur nos épaules repose l'issue de la lutte. Le premier d'entre nous qui gagnera dans son pays sera un point d'appui formidable pour tous les autres, pour passer à la contre-offensive générale sur le vieux continent. Naturellement, je vous parle avec émotion. J'ai beau être l'un des doyens maintenant de mon organisation. J'ai beaucoup souffert de voir mes jeunes camarades traités comme des voyous. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des militants politiques. J'ai souffert de leur souffrance. Certains ne savaient même pas qu'ils étaient concernés par toutes ces histoires. Mais ces petits malheurs, j'ai dit à mes amis, si nous étions en Colombie, vous seriez déjà morts, parce qu'on a tué 45 des nôtres après l'élection. Si vous étiez au Mexique, peut-être seriez-vous déjà morts, parce que dans la campagne électorale pour la victoire d'AMLO, 110 personnes ont été tuées, dont 70 dans nos rangs.
Il ne faut donc pas noircir excessivement le tableau. Je vous le redis, la France n'est pas une dictature. Quelqu'un a dit c'est une dictamole. Je ne sais pas si ça se traduit. C'est une blague espagnole. Mais la France reste une nation centrale. Et comme l'a très bien dit une étude que j'ai lue, qui a été faite par Die Linke, c'est la première fois que dans un pays du centre capitaliste, une organisation comme la nôtre, comme les vôtres, parvient jusqu'au seuil du pouvoir. Et il est donc normal que les puissances en affolent. La France a toujours été contagieuse, dans le meilleur comme dans le pire, mais des fois dans le meilleur. Et c'est évidemment au meilleur que nous nous préparons. Merci de votre écoute.